Grand angle ce soir sur le Mali avec la guerre qui fait rage à Gao dans le nord du pays, des combats qui jettent une lumière crue sur l'échec de 9 ans de guerre contre le djihadisme. Avec nous pour en parler, Niagale Bagayoko. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité au Sahel. Jean Crépu, bienvenue à vous également. Bonsoir. Auteur et réalisateur du documentaire Guerre au Mali, coulisses d'un engrenage, bientôt sur Arte. Niagale Bagayoko, on commence donc avec ces combats qui s'intensifient depuis 3 semaines à Gao, avec d'un côté le CSP, et de l'autre les djihadistes de l'EIGS, l'État islamique dans le Grand Sahara. Alors d'abord, pour qu'on comprenne, Daesh, tout le monde sait ce que c'est. Le CSP, c'est quoi et comment expliquez-vous cette recrudescence des violences ? Alors le CSP, c'est un regroupement qui s'est mis en place sous l'égide d'une ONG italienne qui s'appelle Ara Pacis, qui a favorisé le rapprochement entre les différents groupes signataires de l'accord de paix de 2015, dont on se rappellera que certains... accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L'accord d'Alger, c'est celui de 2006. Donc, rapprochement entre, d'une part, les groupes signataires membres de la plateforme et, d'autre part, les groupes signataires membres de la CMA. Et qui trouve-t-on comme groupe armé des Touaregs, notamment ? La plupart de ces groupes sont composés de Touaregs, même si d'autres communautés peuvent en faire partie également. Mais aujourd'hui, les groupes qui sont en première ligne dans ces combats contre l'État islamique au Grand Sahara sont le MSA-D et le Gatia, qui en effet combattent au nom de ce cadre stratégique permanent. On s'aperçoit que des logiques communautaires, là aussi, agissent du côté de l'EIGS, souvent composé de populations d'origine peule, bien que l'on voit aussi, là encore, des membres d'autres communautés en faire partie. Alors, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que ces dynamiques intercommunautaires qui concernent le nord du Mali reviennent au premier plan en réalité, et on les avait un peu oubliés. Alors ça, j'ai voulu commencer par ça, Niagale Bagayoko le confirme, c'est très présent dans votre documentaire, on a tendance à dire lutte contre le djihadisme en essentialisant, si je puis dire. Or, il y a des questions éminemment politiques non réglées, la question Touareg, le conflit entre les Peuls et les Dogons, entre cultivateurs et éleveurs, ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez vu, y compris d'ailleurs côté français. Oui, je crois qu'on a vu au fil des années, depuis 2012, au moment où il y a eu cette occupation du Nord Mali, mais on a vu les choses se détériorer, et on a vu surtout les choses se détériorer à cause de cette absence de l'État. Et cette absence de l'État a provoqué des conflits qui n'étaient pas encore à l'œuvre en 2012, mais qui étaient en gestation, qui sont ces conflits qui ont touché le centre et qui sont devenus des violences intercommunautaires qu'on a du mal maintenant à arrêter. On a vu l'émergence de milices, là aussi liées au fait que l'État n'était pas vraiment en capacité d'assurer la sécurité dans ces territoires-là. Donc c'est vrai que c'est devenu un pays extrêmement complexe, avec une superposition de crises, et qui font que les choses se détériorent. Janvier 2013, il y a 9 ans, plus de 9 ans maintenant, donc, l'armée française intervient à la demande des autorités maliennes pour éviter que les djihadistes ne prennent Bamako. À l'époque, comment les Maliens réagissent ? Eh bien, c'est l'euphorie. Les Français sont plutôt bien accueillis. Écoutez plutôt cet extrait de votre documentaire. On a eu très peur. Très peur. On se disait, oh là là, on va porter le voile, on va être obligé de rester à la maison, de ne plus sortir comme on veut, avec tout ce qu'on entendait sur Tombouctou et l'occupation djihadiste. Et quand on entendait que oui, la France est intervenue, c'était ouf. Heureusement, quoi. Ils ne sont pas venus à Bamako et Tombouctou est libéré. Chaque jour, c'était un bonheur pour nous. Et vous avez vu que les Maliens, dans leur ensemble, à cette époque, certains avaient même nommé le nouveau-né Hollande. Il y avait le drapeau français partout, à Bamako, sur les pirogues. Donc, la coloration du Mali était aussi devenue bleu, blanc, rouge, en quelque sorte. Niagale Bagayoko, on les aurait presque oubliées, ces images, tant elles sont diamétralement opposées à ce qu'on vit aujourd'hui au Mali. Mais c'est pour ça qu'il est extrêmement important de rappeler l'histoire de ce conflit, comme le fait si bien le film de M. Crépu, dans la mesure où on ne peut pas
uniquement expliquer, comme on tend à le faire, le rejet de la France par une réaction anticolonialiste. On est, à mon avis, face au fossé qui s'est creusé de manière progressive entre deux lectures stratégiques divergentes des solutions à apporter au conflit. Et le résultat est qu'effectivement, la France, accueillie à bras ouverts et sous les acclamations, a été contrainte de quitter, d'annoncer son départ du pays. Plein de témoignages, vous participez notamment à ce documentaire. Il y a un général qui dit, bon, on a fait entre guillemets le job, les djihadistes n'ont pas pris Bamako, et puis après, on s'est dit, mais l'État malien va prendre la relève, sauf qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'État malien, du coup on reste, et il chute en disant 8 ans. Oui, c'est le bilan un peu accablant. Alors c'est vrai, le général Castres dans le film emploie le mot de bretelles de sortie, qui n'ont pas été prises. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'au moment de l'élection d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, ce fameux retour à l'ordre constitutionnel, on aurait pu imaginer que, effectivement, on avait fait, c'était à l'État malien maintenant de reprendre tout ça. Bon, je crois qu'il y a eu peut-être une sous-estimation de la situation de cet État malien et après, je dirais que d'une certaine façon, la France était prise un peu à son propre piège à partir du moment où elle restait. C'est ce que dit Castres, d'ailleurs. Il dit, mais avoir fait tout ça, si on s'en va maintenant et que les choses reviennent, à quoi bon? C'est une vraie guerre civile, on a tendance à l'oublier. MNLA, mouvement Touareg, Ansardine, Moujao, Akmi, on croise dans votre documentaire des chefs djihadistes, de la Katiba Massina, Amadou Koufa, un groupe affilié à Ansardine, puis au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, Diyad Agrali. Juste une question sur l'islam tout de même. Le Mali est connu pour avoir un islam propre au Mali, rien à voir avec un islam rigoriste. Pourtant, il y a eu le tablir. Vous parlez notamment d'un islam exogène venu notamment du Pakistan. Est-ce que ça a pris face aux conflits qui perdurent dans les villages, dans les coins les plus reculés et abandonnés par l'État? Je pense, de ce que j'ai recueilli comme témoignage, ce que j'ai retenu, c'est que il y a toute une partie de la population qui avait besoin de repères, qui était dans un pays qui était livré à une espèce de corruption endémique et tout ça. Et le fait d'avoir un islam qui, finalement, d'une certaine façon, proposait un retour aux valeurs morales. Une sorte de refuge, si l'on peut dire. Je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont pu... être sensible à ce message-là. Vous avez dit corruption, il y a un témoignage qui est édifiant, éloquent dans votre documentaire. Il s'agit d'un entrepreneur malien. Le Mali a reçu beaucoup d'argent, des milliards, avant d'ailleurs le coup d'État de 2012 et après. Regardez. La communauté internationale, c'est-à-dire le bilatéral aussi bien que le multilatéral, depuis les indépendances, tout ce qu'ils nous ont donné comme programme échoué. Lamentablement. Aujourd'hui, je ne vois pas une structure financée par la Banque mondiale ou les FMI, une bonne structure qu'on peut montrer à tous les Maliens. Voilà, ça existe depuis 30 ans, depuis 20 ans. Je ne vois pas. Niagale Bagayoko, un aveuglement, pourrait-on dire, de la communauté internationale? Mais c'est cela qui est très intéressant. On pense souvent que l'échec au Mali est synonyme d'échec de l'intervention militaire de l'opération Barkhane. Mais moi, j'ai toujours eu tendance à penser qu'on est face à un échec collectif, civil, aussi bien que militaire, que l'on a vu se produire dans d'autres zones, parce que tous les systèmes d'ingénierie institutionnelle, de soutien aux structures d'un État, sans tenir compte de son environnement socio-politique, sont voués à l'échec. Même des responsables aux affaires le reconnaissent d'ailleurs. Absolument. Donc revenir à une approche beaucoup plus endogène et beaucoup plus à l'écoute des dynamiques propres à la région et se méfier des solutions importées et trop standardisées, à mon avis, c'est aussi l'une des leçons qui peut être tirée de ce très beau film. Il y a aussi, bien entendu, à un moment donné, vous évoquez dans le documentaire la cocaïne aussi. Le Mali, on a tendance à l'oublier, a été une plaque tournante de la drogue qui venait d'Amérique du Sud, à destination notamment de l'Europe. Et là, ça a aussi déstabilisé le tissu économique et social. Mais la question, pour finir avec tous les deux, on fait quoi maintenant, selon vous, après avoir travaillé sur cette question? Alors, on ne veut pas être trop pessimiste. Il y a une esquisse, il y a des discussions, des négociations dans les villages entre djihadistes
djihadistes. Mais quel compromis, Oui, mais on voit bien que ces négociations ne sont pas simples. Il y a eu ces fameuses négociations à Farabougou, dont je fais référence dans le film. On voit bien que ces négociations, bon, ils sont revenus dessus. Mais bon, il y a quand même des tentatives et tout ça. Mais c'est vrai que, c'est pas qu'on veut être pessimiste, mais il y a quand même toutes les raisons de penser que la situation n'est pas bonne. D'un point de vue sécuritaire, on voit bien que c'est pas ça. On vient d'en parler en introduction. Les putschistes qui sont actuellement au pouvoir, on ne sait toujours pas combien de temps ils vont rester. Je trouve que cette situation est inquiétante parce que la population qui subit depuis maintenant longtemps une situation tragique dans ce pays a peu d'espoir. Ouais, Niagale Bagayoko, une petite minute pour finir. Je signale d'ailleurs que la Libye et le renversement de Mouammar Kadhafi a fait revenir des groupes rebelles qui étaient aux côtés de Mouammar Kadhafi, donc c'est très compliqué comme affaire. Pour conclure, Niagale Bagayoko. À mon avis, la seule boussole dans cette situation tellement complexe pour nous tous est vraiment de se reconcentrer sur la sécurité des populations civiles, dont il faut rappeler quelles sont les premières victimes de la violence d'une multitude d'acteurs, qu'ils soient djihadistes, miliciens, criminels ou armés. C'est une question absolument fondamentale au Sahel que de recentrer toutes les solutions à partir de cette problématique de la sécurité des populations civiles. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Merci beaucoup Jean Crépi, votre documentaire prochainement sur Arte.